Quel est le point commun entre une baguette qui sort du four et le tout dernier smartphone? Eh bien, c'est la création de richesse. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce concept qui est au cœur de l'économie, comment on crée de la richesse et surtout comment on la mesure. Et tout ça, promis, en moins de 10 minutes. Allez, c'est parti. Regardez ces deux images. D'un côté, on a une usine qui fabrique des masques à la chaîne, une production industrielle. De l'autre, une personne qui coud un masque à la main, de manière artisanale. À première vue, tout semble les opposer, et pourtant, elles ont un point commun fondamental, toutes les deux créent quelque chose. C'est ça, le cœur de ce qu'on appelle la production. Pour bien comprendre tout ça, voilà notre plan de route en 4 étapes. D'abord, on va voir la recette de base pour produire n'importe quoi. Ensuite, on se demandera qui sont les cuisiniers de l'économie. Puis, on apprendra à mesurer la richesse qu'ils créent vraiment. Et on finira par une question cruciale, est-ce que cette création de richesse peut continuer à l'infini ? Allez, on plonge tout de suite dans le concret avec notre première partie, la recette de la production. Parce que oui, qu'on fabrique un avion ou une pizza, la logique derrière est exactement la même. Alors, la production en économie, c'est quoi? En fait, c'est assez simple. C'est une activité, bien sûr légale et déclarée, qui consiste à prendre des ressources et à les transformer pour créer des biens et des services. Et tout ça, dans un seul but, satisfaire nos besoins. Ce qu'on produit, ça se classe en deux grandes familles. D'un côté, il y a les biens. Ça, c'est facile. Ce sont des choses matérielles qu'on peut toucher, stocker, une voiture, un smartphone. Et de l'autre côté, il y a les services. Eux, ils sont immatériels. On ne peut pas les stocker. Par exemple, une coupe de cheveux ou un cours de maths, ça se consomme au moment où c'est produit. Mais alors, comment on fait pour produire? Quels sont les ingrédients de cette fameuse recette? Eh bien, pour créer quoi que ce soit, il faut absolument combiner 3 éléments. Le premier ingrédient, c'est le travail. C'est tout l'effort humain, qu'il soit physique ou intellectuel. Le deuxième, c'est le capital. Mais attention, ici on parle du capital technique, c'est-à-dire les biens durables comme les machines, les ordinateurs, les logiciels, tout ce qui sert à produire sur le long terme. Et enfin, le troisième ingrédient, ce sont les consommations intermédiaires. Là, ce sont tous les biens ou services qui sont détruits ou transformés pendant la production. Pour un boulanger, c'est la farine. Pour une usine, c'est l'électricité. Ok, maintenant qu'on a la recette et les ingrédients, une question se pose. Qui sont les cuisiniers? Autrement dit, qui produit dans notre économie? Alors avant tout, il faut faire une distinction super importante. D'un côté, on a la production marchande. Son but, c'est de vendre sur un marché pour faire du profit. Le prix de vente est donc plus élevé que le coût de production. De l'autre côté, on a la production non marchande. Là, l'objectif n'est pas le profit, mais l'utilité pour la société. Les services sont fournis gratuitement ou alors à un prix bien inférieur au coût. Et cette distinction nous amène à 3 grandes familles de producteurs. Premièrement, les entreprises. Qu'elles soient privées ou qu'elles appartiennent à l'État, leur mission principale, c'est la production marchande. Deuxièmement, les administrations publiques, l'État, les mairies, les hôpitaux publics. Eux, ils sont là pour fournir les services non marchands, comme l'éducation ou la sécurité. Et enfin, il y a une troisième famille, un peu entre les deux, l'économie sociale et solidaire. Ce sont les associations, les coopératives, qui essayent de mélanger un but social avec une activité économique rentable. Et quand on parle des entreprises, faut bien avoir en tête leur incroyable diversité. Par exemple, en France, il faut savoir que plus de 96% des entreprises sont en fait des micro-entreprises avec moins de 10 salariés. On a donc tout un écosystème qui va du petit artisan indépendant jusqu'aux énormes multinationales. Bon, c'est bien beau tout ça, on produit plein de choses, mais comment on mesure cette richesse qui est créée? Comment on met un chiffre dessus? C'est tout l'enjeu de notre 3e partie. Pour faire simple, commençons par une seule entreprise. Imaginez une boulangerie. Comment savoir la richesse qu'elle a vraiment créée elle-même? Prenons un exemple qui parle à tout le monde. Une paire de baskets vendue 140 €. L'erreur classique, c'est de se dire « Super, l'entreprise a créé 140 € de richesse ». Eh bien, non, pas du tout. Parce que pour fabriquer cette basket, l'entreprise a dû acheter du cuir, du caoutchouc, de l'énergie. Bref, elle a utilisé des richesses qui ont été produites par d'autres. Le chiffre d'affaires, c'est-à-dire le total des ventes, n'est donc pas le bon indicateur. Et c'est là qu'arrive le concept clé à retenir. La valeur ajoutée. C'est la seule et unique mesure de la richesse réellement créée par l'entreprise. Elle représente ce que l'entreprise a vraiment ajouté comme valeur à ce qu'elle a acheté pour produire. Et vous allez voir, le calcul est en fait très simple. On prend le chiffre d'affaires, donc le total de ce qui a été vendu, on enlève la valeur de toutes les consommations intermédiaires, tout ce qui a été acheté à d'autres, et hop, ce qui reste, c'est la valeur ajoutée. C'est cette richesse qui va ensuite servir à payer les salaires, les impôts, et ce qui reste à la fin, c'est le bénéfice. Alors maintenant, imaginez qu'on fasse ce calcul, non pas pour une seule entreprise, mais pour toutes les entreprises, toutes les administrations, toutes les associations d'un pays, et qu'on additionne tout ça. Eh bien, on obtient l'indicateur économique le plus connu au monde, le produit intérieur brut, le fameux PIB.
C'est la somme de toutes les valeurs ajoutées créées dans un pays en un an. Ce PIB, on en entend parler tout le temps. L'objectif, c'est toujours qu'il augmente. C'est ça, la croissance économique. Mais est-ce que cette quête de croissance infinie est vraiment une si bonne chose? C'est la grande question de notre dernière partie. Ce graphique est juste incroyable. On l'appelle la crosse de hockey, et on voit tout de suite pourquoi. Pendant des milliers d'années, la richesse par habitant dans le monde a à peine bougé. C'était quasiment plat. Et puis d'un coup, vers le 19e siècle, c'est de l'explosion. Une croissance verticale, exponentielle. Une rupture totale avec toute l'histoire humaine. Cette croissance a permis des progrès absolument gigantesques, il ne faut pas le nier. Mais la question qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est est-ce qu'un PIB toujours plus grand, ça veut dire une société où l'on vit mieux? Le problème, c'est que le PIB a d'énormes angles morts. Déjà, c'est une moyenne, donc il cache complètement les inégalités de richesse. Ensuite, il ne dit rien sur notre bien-être. La santé, l'éducation, le temps libre, ça ne rentre pas dans le calcul. Il ignore aussi tout le travail non déclaré, comme le travail domestique ou le bénévolat. Et surtout, son plus grand défaut, il ne prend jamais en compte les dégâts causés à l'environnement. Et ce dernier point, il est absolument critique. Parce que la courbe de la croissance économique a une sorte de sœur jumelle, la courbe des émissions de CO2. Elles ont grimpé exactement de la même manière, main dans la main. Jusqu'à aujourd'hui, l'équation est assez simple. Plus de production, c'est plus de pollution. Alors, le message à retenir, c'est celui-ci. Le PIB reste un outil très puissant pour mesurer l'activité économique d'un pays. On peut le voir comme le thermomètre de la production. Mais il ne peut pas et il ne doit pas être le seul indicateur pour juger du progrès d'une société. Et tout ça, ça nous laisse avec une question ouverte, une question fondamentale pour notre avenir. Face aux défis écologiques et sociaux qui nous attendent, est-ce que le PIB est un indicateur dépassé? Faut-il trouver d'autres boussoles pour nous guider? Le débat est loin d'être terminé.